Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Sénégal. Il est 19h sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS, le journal. À la présentation, Elisabeth Agnessar, les titres de cette édition. Le bureau enquête et analyse livre ses premiers résultats sur le crash du HS 125 de Sénégal Air. L'avion de Sénégal Air ne volait pas à l'altitude indiquée et a par conséquent touché l'avion de la compagnie Seiba. L'avion de Sénégal Air a disparu depuis le 5 septembre avec 7 personnes à son bord. Et puis le Sénégal qui va se doter d'un laboratoire national de santé publique. Ce laboratoire qui se veut de référence sera implanté à Thiès et sera le bras technique de la direction des laboratoires. Révélation du directeur des laboratoires ce matin lors d'un point de presse consacré au Forum international de la biologie en Afrique les 13 et 14 janvier prochains. Vous entendrez le professeur Ahmed Yansou dans ce 19h. L'État a déjà mobilisé 1,5 milliard et attend 45 milliards de la Banque islamique de développement avant fin janvier pour le financement de la campagne agricole. Réaction du directeur général des finances après la sortie ce matin des opérateurs stockeurs de Ziguinchor menaçant de suspendre la livraison de graines à la Sounewor. Ils attendent toujours leur chèque. Les sports, nous serons en compagnie d'Abi Diallo. Le dossier société s'intéresse aujourd'hui aux alternatives en cours après l'interdiction des sachets plastiques de faible micronage. À suivre en fin d'édition la revue de presse présentée par Aruna Diouf. La partie technique, Alexis Ndiaye devant ce micro, Elisabeth Agnessar. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition et nous reparlons de l'accident du HS 125 de Sénégal Air. Selon le bureau enquête et analyse, l'avion ne volait pas à l'altitude indiquée. Conséquence, elle a touché l'avion de la compagnie Seiba le 5 septembre 2015. Depuis, l'avion de Sénégal Air en provenance du Burkina Faso est introuvable en dépit des recherches effectuées des semaines durant. 7 personnes étaient à bord de cet avion. Tida Sané n'est pas encore en place. Nous reviendrons à elle avant la fin de cette édition. Je vous le disais aussi dans les titres, le Sénégal va être né courant 2016 un laboratoire national de santé publique. Selon le directeur des laboratoires qui donne l'information, l'infrastructure sera abritée par l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Ce sera un laboratoire de référence et bras technique de la direction des laboratoires. Son directeur, le professeur Ahmed Yansou, au micro de Code Diagne. Alors, le Sénégal est un pays qui a la chance d'avoir un bon maillage de laboratoires dans chaque structure de santé pratiquement. Mais il manquait dans ce réseau ce que j'appelle le chapeau de la pyramide, c'est-à-dire un laboratoire de haut niveau qui sera le siège du réseau national de laboratoires, qui sera le bras technique de la direction des laboratoires et qui aura à faire et de la recherche et de la routine et de la santé publique. Grâce au budget de l'État et à l'appui de certains partenaires, nous avons de quoi démarrer ce laboratoire. Et Inch'Allah, en 2016, le ministre de la Santé l'a annoncé, cet outil va être inauguré. Et nous l'avons fait en partenariat avec l'Université de Thiès, en particulier l'UFR des sciences de la santé qui nous a offert le site. Et nous travaillerons avec cette université qui va affecter du personnel de qualité, en plus de ce que nous avons comme personnel au niveau du ministère de la Santé. Et nous prévoyons d'y avoir non seulement des laboratoires de routine de toutes les disciplines biologiques, mais également un laboratoire de formation pour la formation continue des personnels de santé et des laboratoires de recherche, y compris un laboratoire de haut niveau de sécurité qui n'est pas encore mis en place, mais c'est dans les projections pour avoir ce laboratoire. Alors ce sera une référence nationale. Cela veut dire que les choses qui ne peuvent pas se faire dans les différentes structures, on essaiera d'avoir le paquet d'activités dans ce laboratoire-là. Le directeur des laboratoires, le professeur Ahmed Yansou, ce matin donc, lors d'un point de presse consacré au Forum international de la biologie en Afrique. Cette rencontre des professionnels de la biologie se tient les 12 et 13 janvier prochains ici à Dakar. Pour cette première édition, des sommités du monde de la biologie vont échanger sur la recherche dans ce domaine. Code Diagne. Pendant 2 jours, Dakar sera la capitale de la biologie africaine. Le Forum international va accueillir 300 spécialistes de biologie médicale d'Afrique et d'Europe. Ils vont échanger entre autres sur la recherche en biologie, la place des laboratoires dans le système de santé. Professeur Ahmed Yansou est le directeur des laboratoires au ministère de la Santé. Il est le président du comité d'organisation. Nous avons reçu énormément de propositions de communication, plus de 120. Le but, c'est de combler un vide
parce que en dehors de quelques forats sur le VIH/SIDA, la biologie n'a pas connu jusqu'à présent en Afrique un forum d'une telle ampleur qui regroupe l'ensemble des disciplines biologiques qui existent. Et donc, c'est la première édition. En plus des difficultés et de l'avenir de la biologie, les nouveautés en biologie feront l'objet de discussions entre chercheurs. Professeur Rokhaya Touka est chef de la division des laboratoires publics. Aujourd'hui, on parle des maladies tropicales négligées. De la filariose, de la drapulose, de la rage. De plus en plus, on s'intéresse à ces maladies. Et aujourd'hui, l'actualité vraiment en matière de biologie, c'est la résistance aux antimicrobiens. Traiter un patient et ça ne marche pas. Il y a des problèmes de résistance qui apparaissent. Cette résistance touche les antibiotiques, les antirétroviraux, les antituberculeux. En gros, il y a effectivement beaucoup d'actualités. Et ces différentes actualités vont être retrouvés au cours du forum. En marge du forum, une revue internationale de la biologie en Afrique sera mise en place. Ce document va permettre aux équipes de recherche du continent africain de mieux vulgariser le résultat de recherche. Code de Diagne, la phase consolidation du programme de gestion des déchets solides évalué. Il ressort de cette rencontre qui a réuni ce matin les acteurs à la place du souvenir que le programme doit être l'affaire de tous. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Gouvernance locale, Ndeye Fatou Ndiaye. Faire de Dakar l'une des capitales les plus propres de l'Afrique justifie la mise en œuvre du programme de gestion des déchets solides. Après la phase de mise à niveau, les acteurs font le bilan. Ibrahima Diagne, coordinateur de l'UCG. Pendant ces 2 derniers mois, nous avons fait un diagnostic approfondi. Aujourd'hui, nous avons convoqué l'ensemble du corps de l'encadrement. Toute la journée, nous avons vraiment fait valider l'état des lieux. C'est ça qui justifie quand même cette démarche participative et inclusive. Actuellement, nous avons déjà évalué. On a les dimanches avant, on a les dimanches après. Après cette étape, l'heure est à la consolidation. Pour la réussir, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, propose. Après l'opération de mise à niveau, il faut maintenant un nouveau dispositif opérationnel qui puisse nous permettre d'atteindre cet objectif. Faire en sorte que les acteurs à la base comprennent l'enjeu, les acteurs à la base apportent leur input, mais aussi les acteurs à la base prennent en charge, s'approprient le dispositif. Ce dispositif-là sera le dispositif qui va nous placer sur l'orbite de la capitale la plus propre. La propreté est une priorité nationale pour le Sénégal. L'atelier permet aux acteurs de partager sur les acquis, mais aussi de dégager des perspectives. 19h08 à l'écoute des programmes de Radio Sénégal. Nous reparlons de l'accident du HS 125 de Sénégal Air. Selon le bureau plutôt enquête et analyse, l'avion ne volait pas à l'altitude indiquée. Conséquence, il a touché l'avion de la compagnie Seiba le 5 septembre 2015. Depuis, l'avion de Sénégal Air en provenance du Burkina Faso est introuvable en dépit des recherches effectuées des semaines durant. 7 personnes étaient à bord de cet avion Tidasane. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile au Sénégal a d'abord précisé que jusqu'à présent, l'avion HS de Sénégal Air, disparu en mer, n'a pas été retrouvé. Et les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'il y a bien eu abordage entre le HS 125 de Sénégal Air et l'avion Saiba le 5 septembre 2015. Et les enquêteurs d'ajouter que c'est bien l'avion de Sénégal Air qui est fautif car il n'a pas respecté le niveau d'altitude assigné. Amadou Lamine Traoré, directeur de BEA Sénégal. On peut confirmer aujourd'hui avec l'analyse des paramètres qu'il y a eu abordage entre ces 2 avions. Suite à cela, on peut dire que le vol de Sénégal Air a croisé le vol de Seiba au niveau 34 000 pieds ou 10 300 mètres. Après l'abordage avec le vol de Seiba, le HS de 125 de Sénégal Air n'a plus communiqué. Jusqu'à son arrivée sur la balise de Dakar, au même niveau de vol 350. Et après, l'avion s'est éloigné directement, sans déviation, jusqu'à 111 km de Dakar, après pour disparaître des écrans radars. Et comme dans toute enquête d'accident d'avion, les procédures sont respectées. Les enregistreurs de l'avion Saiba de la Guinée équatoriale ont été récupérés, même s'ils n'ont pas servi à grand-chose.
Amadou Lamine Traoré. Avec l'enregistreur de conversation cockpit qui n'enregistre que 2 dernières heures de vol, l'avion, après l'abordage avec le HS-125, a effectué plus de 3 heures de vol. Puisque l'enregistreur n'enregistre que les 2 dernières heures de vol, l'événement n'est pas enregistré. Les enquêteurs de BEA n'ont pas donné de date précise pour le rapport final de l'enquête. On rappelle que l'avion HS-125 de Sénégal Air a disparu le 5 septembre au large des côtes de Dakar avec 7 passagers à bord. Tida Sané, les opérateurs privés stockeurs de Ziguinchor menacent de suspendre la livraison de graines d'arachide de la Sunéor. C'est qu'ils ont livré plusieurs tonnes de graines sans être payés. Le 31 décembre dernier, ils avaient bloqué l'entrée de l'usine de la Sunéor à Ziguinchor. Une action qu'ils sont prêts à rééditer. C'est que la Sunéor peine présentement à asseoir sa campagne de collecte des graines d'arachide faute d'argent. Elle attend toujours le financement promis par l'État. En attendant, ces usines tournent au ralenti et les travailleurs craignent pour leurs emplois. Les explications du secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs de Sunéor, Samuel Ndour, au téléphone de Gorbel Jacoba. Nous sommes toujours dans l'attente. Nous n'avons pas encore reçu de financement. Nous pensons que ça commence à prendre vraiment beaucoup de retard. Nous sommes concurrencés et les autres sont en train d'acheter et de payer au comptant. Nous sommes là à recevoir quelques camions que nous n'arrivons plus à payer, ce qui fait d'ailleurs que presque ils ont tous déserté nos usines. Nos usines presque ne marchent pas. Il n'y a que Ziguinchor qui reçoit quelques camions par jour, mais hormis Ziguinchor, que ça soit Kaolack, Diourbel et Louga, ça fait depuis plus d'une dizaine de jours qu'ils n'ont pas reçu de camions. Donc tout est à l'arrêt. Il y a l'inquiétude qui commence à gagner tout le monde. Je pose la question à savoir si réellement on ne va pas perdre nos emplois, si réellement la promesse sera tenue. Donc personne ne peut nous donner de la tête. À l'instant donc, le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs de Sunéor, Samuel Ndour, donc, qui revenait sur les difficultés de Sunéor. L'État n'a pas tardé à réagir avec ces précisions du ministère des Finances sur le financement de la campagne agricole. 45 milliards de francs CFA sont attendus de la Banque islamique de développement avant fin janvier, selon le directeur général des Finances. Mamadou Moustapha Ba précise aussi que l'État a déjà mobilisé 1,5 milliard de francs CFA pour permettre à la Sunéor de démarrer sa campagne. Le directeur général des Finances, Mamadou Moustapha Ba, au téléphone de François-Xavier Thiaw. Qu'est-ce qui avait été retenu quand on a décidé de la séparation à l'amiable? Dans un premier temps, il fallait effectivement mettre en place un financement de 1,5 milliard pour mettre à niveau un peu les usines, pour que les usines soient capables de recevoir effectivement la collecte. Et sur les 1,5 milliard, ils ont même pu procéder à des paiements jusqu'à autour de 285 millions. Et le reliquat du milliard 5 a été utilisé pour la mise à niveau sur le plan technique donc des usines de Sunéor. Maintenant, il restait la campagne, le financement de la campagne de commercialisation. Sunéor avait un objectif de collecte de 300 000 tonnes. Donc, le financement de la campagne de commercialisation, une requête de financement a été envoyée à ITFC, qui est une filiale de la BID, qui a marqué son accord pour financer effectivement Sunéor pour cette campagne de commercialisation à hauteur de 85 millions de dollars, presque 45 milliards francs CFA. Les 3 comités qui devaient approuver le dossier l'ont approuvé et que c'est au courant du mois de janvier, effectivement, que ce financement sera en place. Maintenant, dans l'attente de la mise en place de ce financement, un crédit relais va être mis en place par la filiale du groupe de la BID ici au Sénégal, à savoir la Banque islamique de développement, pour permettre effectivement le financement de Sunéor. Donc jusqu'ici, je pense que les engagements financiers de l'État vis-à-vis de Sunéor ont été respectés. Nous restons toujours avec le directeur général des Finances, Mamadou Moustapha Ba, qui s'est aussi prononcé sur la crise dans les universités. Pour rappel, en début de semaine, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a organisé un débrayage pour dénoncer les lenteurs dans la réforme des titres académiques. À ce sujet, le directeur général des Finances souligne que cette réforme aura une incidence financière de plus de 3 milliards de francs CFA.
Les services du ministère des Finances vont se conformer aux instructions des autorités, selon toujours Mamadou Moustapha Ba, que je vous propose d'écouter. À mon sens, l'incompréhension des fois vient du fait que, une fois que le budget est voté, ce qui n'est pas prévu dans le budget ne peut pas s'exécuter tant qu'on n'a pas un budget rectificatif, c'est-à-dire une loi de finances rectificative. Je pense que des fois, chaque fois qu'on a fait des budgets, après effectivement, quand des revendications ne sont pas prises en charge dans le budget, ça devient difficile de pouvoir satisfaire ces revendications sans pour autant retourner un peu à l'Assemblée à travers une loi de finances rectificative et intégrer ça. Maintenant, je pense qu'on doit toujours aussi voir l'incidence financière. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que vous avez évalué justement ces titres et grades? Ça doit coûter combien sur le plan financier? Bon, l'incidence financière a fait l'objet d'une évaluation. On parlait un peu d'une incidence financière de l'ordre de 3,3 milliards. Si c'est relativement validé, il faut que les espaces budgétaires soient trouvés pour sa prise en charge. Donc ça n'a pas été pris en compte pour le budget 2016, hein? On vient de voter le budget 2016 parce qu'il faut comprendre que les universités ont des budgets autonomes, qui sont inscrits au niveau du titre transfert du budget de fonctionnement. À partir de ces budgets autonomes, il y a des ajustements à faire au sein des universités pour voir un peu si leur enveloppe budgétaire, pour prendre en charge en tout cas, sécuriser un peu les salaires un peu des universités. Il appartient effectivement aux universités, compte tenu de leur autonomie de gestion, de faire la répartition de leur budget. Nous, on calcule juste l'incidence financière qu'on soumet à l'appréciation des autorités et aux universitaires éventuellement de faire des réaménagements budgétaires, des modifications budgétaires pour prendre en charge tous les besoins à impact financier. À l'instant, le directeur général des finances, Mamadou Moustapha Ba. Une campagne de traitement pour les petits ruminants et la volaille démarre la semaine prochaine dans le département de Kolda. Cette campagne comporte un volet sensibilisation important pour les autorités locales qui veulent atteindre un taux de vaccination de plus de 80%. Le chef du service départemental de l'élevage, Malamine Djedjou, au micro de Bassiroukan. L'élevage a un caractère purement extensif. Peut-être l'hivernage avec les cultures, ils peuvent garder leurs animaux. Mais il fallait toujours terminer. On laisse les animaux en divagation totale. On ne sait même pas où ils sont. C'est ça le grand problème. Tout ce manque-là de trucs qui fait qu'ils ne trouvent pas la nécessité d'investir. Ici, le problème, l'éleveur n'investit pas. Donc quand vous venez, vous avez beau expliquer que la valeur moyenne d'une vache ici, c'est 150 000, alors que la vaccination, la plupart des vaccins, la dose, c'est 50 francs. Mais ils fignolent. Ils viendront vers les vétérinaires que quand il y a le feu, il y a principalement ici deux maladies. Il y a la maladie qu'on appelle la peste, ils appellent ça Charo, et c'est une maladie qui se manifeste par la diarrhée principalement. Il y a une autre qui est de forme pulmonaire, qui se manifeste par la toux, on appelle ça passerellose. Donc pour les moutons et chèvres, c'est les deux maladies qu'on vaccine. Pour la volaille, principalement c'est la fameuse yoku-yoku, ce que nous appelle la maladie de Newcastle. C'est ça qui fait des ravages dans les villages. Donc c'est ces maladies-là qu'on va vacciner. Maintenant, il y a une maladie qui a été éradiquée au Sénégal, qu'on appelle la PPCB, la pulmonale contagieuse des bovins. Mais elle a réapparu, elle est en train de faire des ravages. Donc le ministère nous a donné un certain nombre de quantités de vaccins. Et comme la quantité ne peut pas couvrir tout, on a décidé la stratégie de couvrir la zone frontalière. Et puis peut-être le reste on va garder pour des foyers qui vont être déclarés. Et cette année, les petits ruminants, on s'est fixé comme objectif 80%. Parce que techniquement, on pense que si vous arrivez à un taux de 80%, vous vaccinez pendant 5 ans, vous neutralisez le virus. À l'instant, le chef du service départemental de l'élevage, Malamine Djedjou, qui revenait sur la campagne de traitement pour les petits ruminants et la volaille qui démarre la semaine prochaine dans le département de Kolda. Notre collègue Alain Sané du journal Parler de Radio Sénégal, décédé le 1er janvier dernier, sera porté en terre demain à Tengori dans le département de Bignona. La levée de corps a eu lieu cet après-midi à la morgue de l'hôpital de Dantec. Sa famille, ses collègues, ses amis, tous sont tenus à lui rendre un dernier hommage. Le reportage de Papa Madoussi. Alain Sané dirigé vers sa dernière demeure à Tengori, son village natal, sous des pleurs, gémissements et autres prières confondues. Parents, amis et collègues, tous présents à la levée de corps pour un dernier hommage à un homme qui aura fait l'unanimité. Nous avons travaillé à Sud. Alain était un homme bon, il était merveilleux, il était généreux. Alain nous a marqué, en tout cas à la rédaction de
du Sud FM. Alain, c'est quelqu'un que j'ai connu au CESTI. Nous sommes de la même promo, la 23e promotion du CESTI, c'est la promotion Obey Diop. Et je pense que le minimum pour nous, c'est de venir aujourd'hui témoigner et puis prier pour le repos de son âme. Je devais même aller jusqu'à son village, mais les contraintes professionnelles font que je ne peux pas me déplacer. Mais il mérite plus que ça. Et je pense que nous ne l'oublierons jamais. Il restera toujours dans nos pensées, dans nos cœurs. Et nous le porterons toujours en prière. Si pour certains ce n'était qu'une connaissance, pour d'autres, Alain c'est toute une vie. Nous devons prendre exemple sur Alain et d'être respectueux vis-à-vis des uns et des autres. Parce que ce jour viendra pour nous tous. Cependant, la certitude, c'est qu'Alain restera inoubliable. Nous nous inclinons douloureusement devant l'esprit et le corps de notre jeune confrère. Alain, tu nous devances dans l'horizontale fondamentale. Mais ceux qui meurent sont ceux que l'on oublie. On ne t'oubliera pas. La cérémonie lourde d'émotions s'est achevée avec du catéchisme important pour un homme dont la foi était inébranlable. Je suis sûr de sa parole. Et nous le portons en prière. Alain Sané donc qui sera inhumé demain à Tengori dans le département de Bignona. Les sports et nous sommes en compagnie de Abi Diallo. Bonsoir Abi. Bonsoir Elisabeth. Amara Traoré met fin aux rumeurs sur son différend avec la Linguère de Saint-Louis. Le vice-président du club et entraîneur également de Sumba, une équipe guinéenne, estime qu'il est bénévole à la Linguère de Saint-Louis. Selon l'ancien coach de l'équipe nationale du Sénégal, rien ne l'empêche d'aller monnayer ses talents hier. Amara Traoré était l'invité à RTS Saint-Louis ce matin. Il est au micro de Batorfal. La Linguère, c'est une association sportive et culturelle. Une association sportive et culturelle. Tous les gens qui viennent de s'affilier font du bénévolat. Donc je suis bénévole comme tout le monde au niveau de la Linguère. Je suis bénévole comme le président, comme les membres du comité directeur. Et tous ces messieurs-là sont bénévoles, mais ils ont leur travail. Donc moi aussi, je suis bénévole, mais j'ai mon travail que je vais exercer ailleurs. C'est dans ce cadre-là que j'ai été nommé par le président de la Linguère de Saint-Louis pour s'occuper de la vice-présidence. Et tout le monde sait que le vice-président, c'est faire de la conception, essayer de trouver des moyens pour l'équipe. C'est ce que je fais. Récemment, j'ai trouvé un partenariat entre Sumba et la Linguère. Et la Linguère a gagné 3 millions dans ce partenariat. Quand on doit partir en préparation et que je vois pas le président, je fais des préfinancements pour la Linguère. Donc tout ça, la préparation d'avant-saison hivernale, c'est moi qui ai préfinancé ça. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait. C'est ça qu'on attend un président. Donc mais pas que je suis vice-président, que je ne dois pas aller faire un travail ailleurs. Mais il se trouve que mon métier aussi, c'est entraîneur de football. Donc il faut que j'aille trouver des contrats pour aussi mon avenir et l'avenir de mes enfants et nourrir ma famille. À l'instant, Amara Traoré qui s'exprimait au micro de Batorfal. Le classement FIFA, le Sénégal a perdu une place. Le Sénégal recule d'un cran au classement FIFA, passant de la 44e à la 45e place. Les Lions se maintiennent à la 6e place africaine, derrière respectivement la Côte d'Ivoire à 19e mondial, l'Algérie 28e mondial, le Ghana 33e, le Cap-Vert à 39e et la Tunisie 44e mondial. Le trio de tête est toujours composé de la Belgique, de l'Argentine et de l'Espagne. Et cette nouvelle édition prend en compte 15 matchs joués en décembre 2015 et un match joué en 2016, même s'il n'y a pas encore de match en 2016. Le prochain classement FIFA sera publié le 4 février prochain. On termine avec cette information. Platini retire sa candidature à la présidence de la FIFA. Le patron de l'UEFA ne sera pas président de la FIFA. Dans un entretien accordé à l'équipe, Platini annonce que faute de temps et de moyens pour mener campagne, il jette l'éponge dans la course à la succession de cette Blatter. Le patron de l'UEFA a ajouté qu'il se consacre à sa défense dans l'affaire pour laquelle il a été suspendu 8 ans de toute activité dans le football. Et puis transfert pour finir, Steve Malanda décide de rester à l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison. Dans un communiqué publié ce jeudi, le gardien marseillais a mis fin aux rumeurs de transfert alors que Besiktas et quelques clubs anglais dont Aston Villa lui faisaient pied cet hiver. C'était là l'essentiel du sport. Elisabeth Agnessar. La page des sports présentée en direct par Abi Diallo. Notre dossier société s'intéresse aujourd'hui à l'application de la loi portant sur l'interdiction
des sachets plastiques de faible micronage. Cette loi se pose telle une équation à résoudre à la société. Chez les commerçants, le manque de mesures d'accompagnement est déploré. Les ménagères, elles, essaient de s'adapter au changement. C'est un dossier signé Adi Madjiguène Samb. En juin 2015, l'Assemblée nationale a voté une loi portant sur l'interdiction, la détention et la vente de sachets plastiques de faible micronage. Cette loi, entrée en vigueur depuis le 4 janvier dernier, pose encore des problèmes quant à son application. À cet effet, nombreux sont ceux qui n'ont pas pris conscience de la mesure, notamment dans les autres régions du pays. M. Djiba et M. Diallo, résidents de Kaolack. Non, je ne suis pas au courant parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas écouté la radio. Nous ne savions pas que c'est aujourd'hui la loi, ça va entrer en vigueur. Toutefois, les principaux concernés, à savoir les commerçants, déplorent l'absence de mesures d'accompagnement à l'adoption de la loi. Ndeye Sougou, commerçante. Les femmes viennent au marché sans leur panier. Après un achat, on est obligé de leur remettre un sachet en plastique. On interdit le sachet en plastique, mais on ne propose rien pour le remplacer. D'autres, par contre, au courant de l'entrée en vigueur de la loi, ont pris leurs dispositions comme l'usage de sacs en papier. Matar Diaw, responsable supérette. On savait que la mesure allait entrer en vigueur. C'est pourquoi on a pris les devants depuis 3 mois. Maintenant, on utilise le papier. Cependant, cette loi impacte également les ménagères. Elles sont nombreuses à venir faire leurs courses maintenant avec leur seau ou leur panier. Tida Dramé, ménagère. J'ai l'habitude de venir faire mes courses avec un seau ou la calebasse. C'est plus pratique que de faire des va-et-vient entre la maison et le marché. Dans la foulée, elle appelle ses pairs à revenir aux sources avec les bonnes vieilles méthodes de grammaire. S'il y a un appel à lancer à mes sœurs, c'est de se tourner vers le passé et adopter les bonnes vieilles méthodes de grammaire. Le ministère, quant à lui, évolue dans cette affaire. Il s'implique pleinement dans la lutte contre les sachets plastiques de faible micronage. Par conséquent, il lance une campagne de collecte de ces sachets. Abdoulaye Bibi Baldé, ministre de l'Environnement. Nous avons visé des sachets plastiques de faible micronage, des sachets à bretelles qui impactent négativement l'environnement. On interdit la production, l'importation, la détention et l'utilisation du sachet plastique de faible micronage. Mais nous visons la gestion rationnelle des déchets plastiques de façon globale. Les mesures sont prises pour interdire la production, l'importation des sachets plastiques. L'adoption de la loi portant sur l'interdiction des sachets plastiques impacte doublement la société. D'abord, les commerçants qui réclament des mesures d'accompagnement à l'adoption de la loi. En second lieu, les ménagères. Celles-ci sont obligées de retourner aux sources et aller au marché avec le seau ou encore la calebasse. Ceci dans l'optique d'appuyer le ministère dans sa lutte contre les sachets plastiques à travers sa campagne de collecte. Un dernier élément de ce 19h, la revue de presse présentée par Arona Diouf. Zoom ce jour dans la presse sur la TNT, télévision numérique et terrestre. Cap titre Le Soleil sur le Sénégal numérique avec le chef de l'État en Conseil des ministres. Hier informe le journal qui a demandé à son Premier ministre de veiller pour une meilleure gestion de cette télévision numérique terrestre TNT au respect du prix plafond du décodeur qui est de 10 000 francs CFA et à une bonne information des consommateurs sur les avantages auxquels il donne droit. Seulement, la réalité indique Réumi Quotidien et tout autre. En tout cas, sur le terrain, mon confrère note une arnaque et des involtures. Oui, avec cette question de mon confrère, justement à sa une qui protège le groupe Excaf, le journal qui dénonce une publicité mensongère à outrance, la disparition de 20 chaînes sur 100 et une absence de contrat avec les bouquets internationaux. Les usagers enfoncent Walfadjri à la merci des spéculateurs. Les prix qui grimpe jusqu'à 18 000 francs CFA. Mais où est donc le comptant, se demande mon confrère à sa une. Le comité national de pilotage de la transition de l'analogie vers le numérique et Excaf qui n'ont réussi à faire la police chez les revendeurs. Du coup, l'écart, rappelle, regrette Walf, l'écart entre le prix homologué et celui appliqué par les revendeurs est en parfaite violation de l'arrêté du ministre du Commerce qui a fixé à 10 000 francs CFA le prix unitaire
du décodeur numérique politique. C'est cette rencontre Moustapha Niasse Macky Sall qui fait la une également de l'actualité. Conformément à l'engagement pris le 31 décembre dernier lors de son adresse à la nation, le chef de l'État, selon le quotidien Enquête, a démarré ses consultations sur son projet de réforme constitutionnelle. Et après Moustapha Niasse renseigne la tribune, Macky Sall va rencontrer d'autres acteurs de la vie politique sénégalaise. La prochaine étape précise même le quotidien national, ce sera autour des 5 sages du Conseil constitutionnel. Et puis nécrologie de la communauté mouride en deuil. Serigne Hadi Mbacké, khalife de Darou Mourti, tire sa révérence. Titre aujourd'hui sur le quotidien. Il est parti, poursuit Daoucho de Direct Info sans crier gare, ce qui de l'avis de mon confrère biétiste est la marque des hommes de Dieu. Ce que confirme d'ailleurs le journal Le Quotidien et son biétiste qui retiennent du défunt un homme effacé qui a su être grand de par sa sagesse, sa piété, son altruisme, son amour pour son prochain. Avec la disparition de Cheikh Hadi Mbacké, conclut Le Quotidien, le mouridisme perd à la fois un grand dignitaire et un grand serviteur. La revue de presse est présentée par Arona Diouf à 19h. Passé de 30 minutes, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le bureau Enquête et Analyse livre ses premiers résultats sur le crash de HS-125 de Sénégal Air. L'avion de Sénégal Air ne volait pas à l'altitude indiquée et a par conséquent touché l'avion de la compagnie Seiba. L'avion de Sénégal Air a disparu depuis le 5 septembre 2015 avec 7 personnes à son bord. Le Sénégal va se doter d'un laboratoire national de santé publique. Ce laboratoire, qui se veut de référence, sera implanté à Thiès et sera le bras technique de la direction des laboratoires. Révélation du directeur des laboratoires ce matin lors d'un point de presse consacré au Forum international de la biologie en Afrique les 13 et 14 janvier prochains ici à Dakar. Vous avez entendu dans ce cadre le professeur Ahmed Yanso. Et puis l'État qui a déjà mobilisé 1,5 milliard de francs CFA et attend 45 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement avant fin janvier pour financer la campagne agricole. La réaction donc du directeur général des finances après la sortie ce matin des opérateurs stockeurs privés de Ziguinchor menaçant de suspendre la livraison de graines à la Sounewar. Ils attendent toujours leur chèque. Les sports, nous étions en compagnie d'Abigalo. Le dossier société s'est intéressé à la loi donc qui interdit les sachets plastiques de faible micronage avec Madi Gensan. Vous avez suivi en fin d'édition la revue de presse présentée par Arona Diouf. L'équipe de ce 19h en cabine, Alexis Ndiaye et Fatima Ndiaye Diop. À la distribution, Ousmane Diop. Une édition réalisée par Papa Malik Ndaou et Momar Khadafi. Diakhaté devant ce micro, Elisabeth Agnessar. Encore merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la RTS. Aduna ko mana juy luy weyla dama tok ba digi jor teud nelaw jeex xel mi dem ci l'akhirah de mo